Bon, c'est déjà ça. On a déjà Lisetta Carmi qui s'affiche. Tout à l'heure, on avait Goliarda Sapienza. C'est de Goliarda Sapienza et de Lisetta Carmi que nous allons parler aujourd'hui. En français, même si ce sont deux femmes italiennes, deux femmes qui sont nées toutes les deux en 1924. Donc, vous voyez, c'est les 100 ans, le centenaire de leur naissance. C'est Marta Gilli qui est ici, qui va nous parler de Lisetta Carmi, dont elle s'est occupée à l'école d'Arles. Et c'est Francesca Todde qui va s'occuper, enfin, qui s'est beaucoup occupée de Goliarda Sapienza, qui s'est énormément occupée de Goliarda Sapienza et qui a fait ce livre. Je ne sais pas combien de temps ça t'a demandé. Excusez-moi, je tutoie mes camarades parce que c'est comme si je vivais avec elle depuis au moins un mois maintenant. C'est un peu comme si je les connaissais, même si je ne les ai connus qu'aujourd'hui. Et donc ce livre, je ne sais pas combien de temps ça vous a demandé, mais... pour le projet, 7 ans. Voilà, 7 ans. Et on va vous demander tout à l'heure, on va te demander tout à l'heure pourquoi tant de temps passé avec une amie que tu ne connaissais pas. Si. Et quant à toi aussi, je te tutoie, Marthe. Oui. C'est un honneur de te tutoyer d'ailleurs. On va peut-être commencer par là. Bon, tout à l'heure, Ça, c'est le travail. C'est le travail de Francesca, on le verra tout à l'heure. Voilà. Bon, on le verra tout à l'heure. D'où est venu cet amour pour Lisetta? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'être avec elle? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, elle est arrivée dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu es arrivée dans la sienne? Bonsoir, bonjour à tout le monde. Et oui, Lisetta, en fait, pas à elle, mais son travail. Je l'ai rencontrée à Milan, lors de la foire MIAR à Milan. Je ne me souviens pas si c'était en 2017 ou 2018. J'ai flâné, comme on fait tous dans toutes les foires. Finalement, on ne regarde pas, mais de temps en temps, il y a quelque chose qui nous attire l'attention. Et je vis un mur où il y avait des portraits en noir et blanc et couleur. Et je m'approche et je n'avais même pas vu que c'était les stands de la galerie de Giovanni Martini et Ronchetti. Au moment, je commence à regarder et je vois Giovanni qui est ici et je lui dis qu'est-ce que c'est ça? Il commence à m'expliquer un petit peu l'histoire de cette femme, les histoires de cette femme, parce que c'est une femme que on va voir plus tard, mais qui a eu, elle le disait aussi, plusieurs vies, plusieurs modes de vie, je dirais. Et je me suis dit, je ne connaissais pas, c'est magnifique. Il m'a montré d'autres images, etc. Et c'était, moi, à l'époque, j'étais directrice de Jeux Paume, ici à Paris, mais j'allais partir à la fin 2018. Alors, je n'ai pas eu le temps de préparer une vraie exposition à Paris comme j'aurais aimé. Mais je suis devenue directrice de l'École nationale de la photo à Arles. Et c'est là où je me suis dit, je vais reprendre cette envie de faire quelque chose avec Lisetta Carmi. Alors, il y a une question que je me suis posée lorsque j'ai vu ton travail, ton approche de Lisetta. Quelle était la première image que tu as vue? La première image que j'ai vue, oui. C'était, bien évidemment, c'était les travestis, parce que c'était les images que Giovanni présentait à l'époque à Milan. Et il n'y avait pas une seule image, parce qu'en fait, ce qui est intéressant de projet de Lisetta, de presque tous les projets, c'est qu'elle ne travaille pas avec une seule image, avec l'idée d'une seule image. C'est plutôt un travail, une série, un reportage, mais aussi un envie de raconter une histoire, ou plusieurs histoires en même temps. Et c'est pour ça que je dirais que il y a plusieurs images. Il y a une image, je ne sais pas si on va la voir, où il y a un couple et on voit un miroir où on voit aussi les chambres, les contre-chambres, dans un espace clos, là où ils habitaient, où ils étaient les travestis. Il y a les travestis avec une chaise dans la rue
que j'ai beaucoup aimé. Bah, il y a plein d'images. On les Non, voit ça pas c'est le encore. travail précédent de Francesca Oui, Todd, c'est mais ça. on va le Désolée. retrouver. On va le On va le retrouver. retrouver parce qu'on a quand même à peu près 400 images. J'ai Oui, fait c'est ça. devenir fou la On va le régie, retrouver. donc excusez-moi. Et sinon, vous pouvez aussi les retrouver en vrai, en direct, dans les stands de la galerie de Martini Rocchetti. Il y a une très, très belle sélection, là, des photos en noir et blanc et en couleur. C'est époustouflant. Vous allez voir, peut-être vous aurez la même expérience que j'ai eue la première fois. Oui, parce que Giovanni Martini est avec nous aujourd'hui et hier, il m'a raconté comment, à 17 ans, il a connu Lisetta et comment il est devenu très proche d'elle. Tout à fait. Voilà, et comment il a passé une partie de sa vie de galeriste à s'occuper de Lisetta et de son travail et de ses images. Et on parlera plus dans le détail de cette vie, de ses vies, de cette femme qui a beaucoup en commun avec Goliarda, parce que ce sont deux femmes complètement hors des schémas. Bah, oui, ce matin, en fait, j'étais en train de regarder quelques images de la série des Travestiti et je pensais que ça pourrait être fait tranquillement en dessous de la maison où Goliarda Sapienza est né à Catane. C'est vraiment le même Via type Pistone. de quartier. C'est San Berillo. San Berillo, sì. C'est le quartier de la prostitution transsexuelle à Catane. Et c'était comme ça déjà à l'époque, quand Goliard est né en 1924, c'était plutôt un quartier mixte de petits artisans et de trafic de tous les types. Et elle l'appelait la Casbah de Catane. Mais donc, oui, je pense qu'ils sont... C'est intéressant aussi au niveau vraiment, enfin, c'est toujours l'Italie, soit que ce soit à Gênes, soit que ce soit à Catane. Je pense que les lieux, c'est très similaire. Oui, parce que donc Lisetta Carmi, pour replacer, est née à Gênes, 1924. Goliarda Sapienza est née à Catania. Alors, deux familles totalement différentes, puisque Lisetta Carmi était d'une famille juive extrêmement cultivée. Elle a fait du piano. Elle était très gâtée jusqu'au moment où il y a eu les lois raciales, où elle a été obligée de fuir finalement. Oui. Et Goliarda Sapienza a été, elle, une enfant de la balle, entre guillemets, parce que c'était quand même la bohème, non pas chic, mais la bohème très engagée. Donc une mère, Maria Giudice, qui était une femme extraordinaire, qui a été l'une des femmes en Italie qui a prôné l'égalité entre les sexes, l'une des premières. Oui. Une socialiste, anarchiste aussi quand même, comme son mari, qui avait déjà 7 enfants lorsqu'elle a eu... Ils étaient grands quand ils se sont rencontrés. Voilà. Ils avaient déjà d'autres vies précédentes. Raconte un peu parce que sinon... Oui, en fait, Maria Giudice était donc un peu une héroïne du socialisme des années 10 et années 20. Et elle avait déjà 40 ans quand elle a rencontré le père de Goliarda Sapienza, Giuseppe Sapienza, qui était appelé l'avocat des pauvres parce qu'il essayait de éviter aux gens pauvres d'aller dans la prison juste parce qu'ils étaient pauvres. Et donc, tous les deux, ils étaient vraiment très engagés sur le socialisme et la famille était un peu anarchiste. Dans la famille, il y avait tout le temps des incursions dans la maison des fascistes parce que c'était les moments vraiment de l'explosion du fascisme au gouvernement. Les lois fascistissime, en fait. Voilà. Les leggi fascistissime. Donc, toute la famille était très... En fait, le pouvoir fasciste était pouvait donner très d'attention à la famille, à ce qui se passait dans sa famille. Ils étaient souvent espionnés, souvent il y avait des fascistes qui rentraient dans la maison pour chercher des preuves pour les envoyer à la prison. Donc, c'était pas vraiment une ambiance simple pour un enfant. Et Goliarda, d'ailleurs, a le nom de son frère, Goliardo, qui lui est mort dans une... On ne sait pas trop s'il a été tué par les fascistes, on ne sait pas. Ou pour la mafia, on ne sait pas. Mais les deux sont parfois liés. De toute façon. Dans l'histoire de l'Italie, on a vu quand même beaucoup de connubi assez dangereux dans ce sens.
entre les services secrets déviati, qui ne sont pas si déviés que ça, la mafia et le fascisme, qui vont vraiment la main dans la main. Donc voilà, on parlera de tout ça tout à l'heure. Mais donc Goliarda, qui se sentait étrangère à son propre prénom, finalement. Absolument. Goliarda avait des soucis avec son propre nom. Enfin, s'appeler Goliarda, c'est pas facile. C'est Sapienza en plus, non mais non, mais... Sapienza en plus, ouais. Mais donc, personne avait les mêmes noms. Donc, elle cherchait tout le temps sur... s'il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait comme elle s'était convaincue même que son frère était mort pour le poids qu'il portait de son nom, enfin, d'avoir un nom si lourd. Et Goliarda, c'était... Les parents, ils avaient appelé Goliardo, le frère, et Goliarda elle, parce que c'était un homme sans sainte. Enfin, il y avait pas... Enfin, c'était une famille clairement athée. Donc, pour être en dehors de la religion. Et aussi parce que c'était des moines que dans l'époque du Moyen-Âge, ils traversaient l'Europe voyageant. Donc, c'était aussi un symbole de liberté, cette nom de Goliarde, que c'est d'ailleurs une des caractéristiques principales de la femme goliarde, enfin, le fait d'être libre et à l'aventure aussi, de Et chercher c'est l'aventure. assez drôle d'ailleurs, parce que j'ai remarqué tout au long de cette recherche que j'ai fait sur ces prénoms, ces noms, c'est comme des destinées, parce que Maria Giudice, donc le juge, Goliarda Sapienza, la sagesse, Angelo Pellegrino, un ange pèlerin. Donc c'est comme si, et moi qui suis comme vous, Martha, très dans le mot, parce que j'ai entendu dans une de vos interviews à France Culture que vous disiez qu'il y avait un lien aussi du verbe. Vous êtes très très proche de tout ce qui est littéraire aussi en ce qui concerne l'art. Donc j'ai fait un tout petit passage, mais c'est vrai qu'on sent dans le travail que vous avez fait à propos de Lisette aussi cette façon de raconter le récit de l'art. Ce qui est intéressant aujourd'hui, qu'on est dans un moment où on est en train de donner visibilité au travail des femmes artistes, mais pas seulement des artistes visuels, mais des artistes, des écrivains, des photographes, etc. On a une grande panoplie ici de possibilités. Du coup, quand on voit le travail de Lisetta Carmi, mais comme je disais tout à l'heure, Francesca, il y a aussi le travail de Pater Razuriz, qui travaille avec une sorte d'envie d'activisme politique, d'engagement vers le commun, l'espace public. C'est-à-dire que ce qui me touche comme commissaire d'exposition et comme assez proche des images et de la photographie, c'est que les femmes photographes des années 20-30, par exemple, de la République de Weimar, entre les deux guerres, ce sont des femmes qui prennent la photographie comme un instrument d'émancipation. Mais les années 60, les années 70, il y a aussi des femmes que, bien évidemment, la photographie, c'est leur instrument d'émancipation, d'autonomie, etc. Mais elle reprend, à différence de femmes de la République de Weimar et d'entre-guerres, elle reprend l'espace public. Et cette présence publique. Et c'est la photographie, pas l'expérimentation entre-guerres, mais c'est la photographie, la documentation sociale, l'activisme politique, l'envie, presque parfois naïf, hein, qu'on vit tous, hein, de peut-être mes images vont changer le monde. Je vais dénoncer une certaine façon de l'exclusion, les identités oubliées, les invisibles, les gens qui souffrent. Alors, du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment aujourd'hui aussi, Francesca, c'est aussi un exemple comme artiste jeune, femme, qui cherche dans des archives, dans des couches d'essence avec l'histoire et comment ces petites histoires, ils deviennent vraiment une sorte de métaphore des grandes histoires. Je ne vais pas utiliser le mot universel parce que ça n'existe pas, parce que on est dans notre bassin méditerranéen et on n'est pas universel, même si parfois on pense qu'on est universel, mais pas du tout. Mais c'est vrai que Lisetta Carmi, comme peut-être Goliarda, elles deviennent métaphores sur leurs instruments d'expression. L'une la photographie, l'autre la littérature. Et je pense que ça, c'est très intéressant et très touchant.
Et alors, j'entendais tout à l'heure dans la conférence précédente, il y a une femme qui a dit cette phrase qui m'a beaucoup frappée. Elle a dit, les hommes ont fait de la photo comme quelque chose de domination, un outil de domination, alors que les femmes se sont émancipées à travers la photo. Alors, je voulais déjà vous dire cette phrase que j'ai entendue et qui m'a frappée, qui m'a touchée, parce que dans le travail de Lisetta, évidemment, c'est rendre visible l'invisible, que ce soit au cimitero di Staglieno, au cimetière de Staglieno, avec ce travail qu'elle a fait extraordinaire sur les figures, sur les statues. Donc, elle appelle ça érotisme. Oui. Voilà, érotisme Et autorité. Et voilà, c'est ça. Et Francesca, dans Iuzza, mais aussi dans les travaux précédents, parce que j'ai regardé ce que tu as fait aussi avant. Je ne te connaissais pas avant. C'est Iuzza que je trouve très, très réussi. Ces temps de vie qui ont été donnés à une bonne cause. Je trouve que il y a par exemple ici aussi bien des archives que tu as récupérées que des photos qui t'ont fait, que tu as prises parce que ça t'a fait penser à elle, à raconter quelque chose d'elle. Ouais. Je trouve que en fait, je me suis questionnée souvent pour les travaux précédents, beaucoup sur le rôle du photographe, non? Sur la question du fait que quand tu prends une photo, tu as l'impression de voler une partie de la réalité, non? Et surtout quand tu vas prendre des photos des gens, comme par exemple, j'imagine que Lisetta aussi a dû se poser la même question, quand tu vas photographier des gens dans leur maison, est-ce que tu es en train de le faire pour montrer comment ils sont, comment ils vivent, est-ce que tu es en train de te mettre de leur côté ou est-ce que tu es en train de voler des choses? C'est toujours questionnant. Là. Moi, j'avais eu affaire avec des animaux, des oiseaux, et je me questionnais sur les rôles du prédateur. Eux, ils m'apercevaient comme un prédateur parce que j'avais un gros œil de la caméra. Donc, pour eux, j'étais un prédateur. Donc, je me suis dû mettre dans la position de ne pas être un prédateur et pour être accepté par eux. C'était étrange. Donc, je pensais un peu à ça. Par rapport à Goliarda et en particulier à l'image que tu voyais avant, celle de la mère de Goliarda, ça c'est une des peu images que j'ai construites. Normalement, je ne construis jamais, je reçois plutôt. Et ça aussi, c'est une autre chose à laquelle j'ai un peu réfléchi, l'idée que... Mais parce que tu es éditrice aussi de photos, donc tu as fait à la fois ton travail de photographe, mais aussi le travail de construction. Vraiment, j'ai le livre ici, qui est un objet très particulier dans le sens où même la couverture est pensée pour être un objet comme un livre qui serait resté. Tu as eu une très belle phrase. Oui, en fait, on l'avait imaginé comme ça, déjà abîmé du soleil. Le livre était construit, merci, était construit avec Luca Reffo, qui est peintre et qui est l'autre moitié de la maison d'édition. Et les livres, comme si c'était déjà abîmé par le soleil, parce que Angelo Pellegrino parlait du travail de Goliarda Sapienza comme d'un trésor repêché d'un naufrage, parce que déjà tout était perdu, elle était déjà morte au moment où le travail est sorti. Et donc, c'est pour ça, ouais, c'est la référence à ça, l'idée de la couverture déjà abîmée. Et d'ailleurs, le trésor récupéré d'un naufrage, c'est l'Arte della Gioia, puisque ça a été un travail posthume. Goliarda Sapienza, je pense que vous la connaissez maintenant, elle est très connue en France. C'est par la France d'ailleurs qu'elle est devenue connue en Italie, ce qui est quand même un comble, mais qui arrive régulièrement. Cette espèce de ne pas être prophète en son pays, je pense qu'on le connaît toutes. Hein. Et donc, oui, c'est comme s'il nous avait laissé, Angelo Pellegrino, la possibilité de connaître Goliarda, qui en fait avait déjà publié en 67 Lettera Aperta. Elle avait failli avoir le Premio Strega, qui est le prix Goncourt italien. Et ensuite, elle avait été totalement oubliée. Et comme son texte est extrêmement érotique, c'est très, très puissant, c'est une femme qui parle très franchement de sexe, qui parle de corps et tout ça. Est-ce qu'on était prêt en Italie, finalement, pour avoir ce livre-là, en 76, je pense. C'est 2 ans après la Storia de Elsa Morante. Donc, oui, normalement, on aurait dû être prêt. Normalement, on aurait dû, oui. Mais en fait, j'ai posé la même question à Nathalie Castagnet. Nathalie Castagnet, elle est la traductrice en France de toute l'œuvre de Goliarda Sapienza. Elle a eu en partie dans la découverte de Goliarda Sapienza en France,
parce qu'elle a vraiment lu les premiers textes en italien et traduit pour la première fois pour un éditeur français. Et il lui a dit, oui, il faut le conseiller de le publier, même si c'était un livre très grand et difficile à publier, et peut-être avec aucun succès en vue. Mais donc, elle a eu un rôle. Et j'ai demandé à Nathalie Castagnet, mais pourquoi tu penses que... Enfin, nous, quand même, c'était les années 70, 80. Enfin, elle a essayé pendant 15 ans de publier ces Puis en livres. 70, on était quand même un peu sorti d'affaires. Normalement, c'était les Power Flowers, c'était un nouveau féminisme qui se mettait en place. Lisette, à l'époque, était déjà partie ailleurs. Enfin, je veux dire, les femmes étaient quand même très... déjà avait plus de liberté qu'elle ne l'avait eu dans l'après-guerre. Donc, Bah, elle m'a dit que pour elle, c'était la question aussi que en France, ils ont eu des SAD. Et donc, à partir de Dessade, après Dessade, tu peux dire tout ce que tu veux, genre, une chose comme ça. Et moi, je pense que le problème, c'était littéraire. C'était vraiment pas sur les thématiques. Il y a une phrase très belle de Domenico Scarpa qui a écrit sur la postfaction de l'art de la joie, où il dit que le travail de Sapienza est incestuoso, dans les manières dont elle écrit avant que dans les thématiques qu'elle... Et c'est ça qui Je pense que c'est ça, parce que c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est très difficile à caser les livres. Je pense que c'est cette difficulté qui a empêché de les publier avant. Alors que Lisetta, finalement, à ce moment-là, elle avait déjà fait son travail sur i Docker di Genova, donc les Cavalli. Elle était déjà en train de documenter toute la communauté queer de Gênes. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur la réception du livre. Micro. Pardon ? Ah oui. Pardon, la réception du livre de Goliard et la réception du livre des travestis. C'est apparemment, et ça je l'ai appris aussi par Giovanni, mais aussi par Giovanna Calvensi, qui est aussi présente, qui a écrit beaucoup sur Lisetta Carmi. Cette livre, quand elle est sortie en 72, même les librairies les cachaient parce que c'était comme, voilà, qu'est-ce que c'est ça, c'était pas accord avec les valeurs de l'époque, avec les valeurs de l'Église catholique et de la religion en général. Et après, cette livre est devenue, quand je dis après, c'est aujourd'hui, est devenue comme une sorte de livre très important dans l'histoire de photobooks et de l'histoire de la photographie. Et cela dit, l'œuvre, une grande exposition de Lisetta Carmi, il n'a pas eu lieu ici en France, non plus en Espagne, que je sache. Des expositions qu'a fait Giovanni aussi, Giovanna, voilà, c'est ça. Mais en même temps, des expositions institutionnelles. À part de cette dernière exposition que tu as fait au Palazzo Ducale à Gênes, mais en France, il n'a pas eu une grande exposition institutionnelle, chose qu'on a essayé d'avoir quand j'étais à Arles. Si vous voulez, je vous explique un petit peu le Mais projet. j'aimerais bien, parce que c'est comment tu as travaillé avec les étudiants, voilà. Comment ils ont reçu ce message queer quand même par une femme qui avait fait ce travail 50 ans avant. Oui, il n'y avait pas que le message queer, hein, et il y avait aussi son engagement politique qui m'intéressait en général, et sociétal. Et quand je suis arrivée à l'école d'art, c'était à la fin de 2019, et je proposais aux enseignants de travailler avec un projet pédagogique, avec un petit groupe d'étudiants, et travailler l'idée de qu'est-ce que ça veut dire commissariat une exposition, et faire des recherches dans des archives, et donner visibilité à un travail qu'en France, il n'était pas très connu, pas connu du tout. Donc, on s'est rendu à Gênes, aux archives qui garde Giovanni Martini, avec l'équipe des étudiants, un enseignant et moi-même, pour travailler dans les archives. Ça c'était au mois de janvier, je pense, 2020, février 2020. Et on a été là, c'est pas 4 jours, je me souviens plus, les 8-9 personnes. Et on a travaillé sur l'idée de comment on va concevoir une exposition, comment on va essayer de construire un récit
qui soit visuel et en même temps avec un contexte, donner contexte. Mais Lisetta, elle n'était pas là, elle n'était pas jeune, elle habitait au sud de l'Italie, au Puglia, où elle est décédée. À Cisternino, donc. À Cisternino. Et du coup, nous, on n'a pas rencontré l'artiste, qui était déjà très âgé. On a rentré à Arles, et l'idée, c'était que certains étudiants, après, ils allaient la rencontrer pour faire un entretien. Un entretien qui serait dans les catalogues, mais aussi en vidéo. Elle est morte à 98 ans. Hein. Tout à fait, Oui. tout à fait. Mais la pandémie est arrivée et nous, on a commencé à travailler sur l'expo, on a fait même les cadres. L'expo, elle est encadrée et elle était censée être présentée dans le cadre des rencontres d'Arles en 2020 qui ont été annulées et même l'école était fermée. Donc, on a fait tous les travaux online. C'est la première fois que je fais un catalogue en ligne avec les éditions Filigrane, avec Patrick Levescon et tous les étudiants et étudiantes. Et on a passé un moment hyper important pour nous. Je pense qu'il y a peut-être quelques étudiants. Ah oui, Alejandro, il est là. Donc, il peut aussi témoigner de ce travail. Alejandro Leoncano, qui a eu son doctorat à l'école d'Arles. Et on a travaillé vraiment, chaque étudiant, on s'est divisé le travail, on a travaillé sur les textes de l'expo, sur les textes de catalogue, sur les choix des images. On a beaucoup travaillé avec Giovanni Martini, tout online. Hein. On ne s'est pas vu qu'une seule fois. Et finalement, quand l'expo était prête, on ne pourrait pas la présenter. C'est l'expo fantôme, en fait. Oui, c'est une expo fantôme. Mais on a fait cette livre. Voilà, qui est un hors-série de la revue de l'école, de la revue Inframans, et avec des textes là-dedans de certains étudiants, de Fabien Ballos, qui est le prof qui les a menés. Et on a beaucoup travaillé sur cette idée de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le travail de Lisetta Carmi pour des jeunes qui font un master entre 25 et 30 ans. Et surtout, qu'est-ce que ces images qui sont quand même datées, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé, comment chez eux ça a résonné aussi. Travestiti, c'est pas exactement le même mot que queer quand même. Non, en fait, il y a le problème des mots qu'on parlait tout à l'heure, mais c'est pas un problème, c'est aussi une évolution. Aujourd'hui, on dirait pas travesti, on pourrait parler LGBTQ+, on pourrait parler aussi de trans, de transition, etc. Mais tout à fait, on comprend tout à fait qu'est-ce que ça veut dire. Et aussi cette idée que cette communauté est l'invité entre l'espace public et l'espace privé. Et c'était cette frontière dans laquelle Lisetta elle était confortablement installée. Entre cet espace qui est de la visibilité de tous ces hommes qui sont là et qui, d'une certaine façon, ils se rendent visibles, mais aussi le backstage, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quelle est leur vie, etc. Mais c'est un peu la même chose avec le projet de cimetière où elle va faire ces photos de tous, je sais pas, peut-être on va les voir, mais finalement, c'est une critique sur la bourgeoisie et leur concept de mort. Les bourgeois, ils restent bourgeois même dans leur avec façon cette de photo mourir. extraordinaire où on voit le père qui pleure avec le petit enfant qui embrasse sa mère, et c'est vraiment le patriarcat parfait dans toute sa splendeur qu'on peut voir dans Castagliano dans ces cimetières absolument extraordinaires. Mais il y a une chose aussi, il y a un activisme politique, mais il y a aussi une recherche de soi, de soi-même. Et je pense que ça arrive à tous les artistes partout, ça a été arrivé toujours. Et cette recherche de soi-même, elle est très touchante dans le cas de Lisetta Carmi. J'ai noté une citation de Lisetta pour parler de ses mots à elle. S'il te plaît. Et je l'ai traduit de l'italien, je ne sais pas si j'ai bien fait. Et Carmi dit « J'ai soudain ressenti, en parlant de travestiti, qu'ils étaient des êtres humains qui vivaient et souffraient de toutes les contradictions de notre société, comme une minorité recherchée d'un côté et rejetée de l'autre. Ce n'est pas une coïncidence, cependant, que mon intérêt et mon engagement émotionnel envers leurs problèmes aient créé entre nous une confiance, une affection, une compréhension qui m'ont permis de réaliser ce travail sur la base d'une relation
allant au-delà de la virtuelle entre photographe et sujet. Grande question de la photographie. À cette époque, j'étais moi-même tourmentée, peut-être de manière inconsciente, par des problèmes d'identification en tant qu'homme ou femme. Aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas une question d'accepter un statut, mais de refuser un rôle. Ça, c'est hyper intéressant. Et les travestis, ou plutôt ma relation avec les travestis, m'ont aidé à accepter pour ce que je suis, une personne qui vit sans rôle. Ça, je trouvais ça stupéfiant aux années 70. Et en même temps, c'est une définition, pas seulement de soi-même, mais de sa relation avec la photographie. Et je finis. Observer les travestis m'a permis de comprendre que tout ce qui est masculin peut aussi être féminin et vice-versa. Il n'y a pas de comportement obligatoire, sauf dans une tradition autoritaire qui nous est imposée depuis l'enfance. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment une définition pas seulement du travail de travesti, de son travail, de son engagement avec la photo, qu'après, elle quitte. Hein, ça, on n'en a pas parlé, parce qu'elle a photographié 18 ans, 20 ans, mettons. Après, elle était passée à une autre chose. On en parlera tout à l'heure. Ça t'a fait réagir et je pense savoir pourquoi, d'ailleurs. Ouais. Oui. En fait, c'est une phrase qu'il aurait pu dire Goliard tranquillement. C'est vraiment... C'est pour ça que je l'ai pris, oui. Merci, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu réagisses au fait de quel est le rôle du photographe, parce que tout à l'heure j'ai entendu, en fait, il faut que le photographe soit nu pour photographier le nu. Et je pensais à toi parce que j'ai vu beaucoup de choses dans ton travail aussi précédent où tu te mets à nu pour regarder le monde que tu photographies. Question intéressante. Mais oui, mais parce que j'ai vu que tu réagissais beaucoup à ce que tu disais. Voilà. Je réagissais surtout à l'idée de ne pas être dans des cases, de ne pas être masculin, féminin, mais je réagissais surtout par rapport à ce travail-là, au travail que j'ai fait sur Goliard de Sapienza, parce que ça part de ça part de l'indistinction entre hommes, femmes et aussi d'autres espèces. Que c'est un peu aussi le bout de mon travail en général. C'est vrai que mon intérêt dans la relation entre l'homme et les animaux, c'est un peu ça. C'est l'idée de pourquoi faire des distinctions, en fait. Bon. Et là, sur Goliard, c'est intéressant qu'il y a une phrase qu'elle a posée au début du manuscrit de l'Art de la joie, qui donc son roman le plus connu. Et c'est une phrase d'Empédocle. Donc ça vient de la Grèce ancienne, et comme ça parle le livre aussi de la Grèce ancienne, et qui dit « Car une fois déjà, je fus garçon et fille, et arbustes et oiseaux et poissons mouettes qui frétillent dans l'eau. » Et donc, moi, j'ai entendu comme ça un peu tout le travail de Goliard de Sapienza. Oui, il y a sans doute la question du corps, sans doute la question de la sensualité, mais je trouve que c'est plus important encore dans son travail la question de la métamorphose ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans ton livre, on voit régulièrement toutes ces métamorphoses qui se font entre la nature, entre la personne, entre le corps, entre l'animal. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée aussi en le feuilletant, parce que si vous avez envie de feuilleter ce livre, de l'acheter, il est vraiment, c'est très bien fait, parce qu'on voit à chaque fois le vis-à-vis des images que tu choisis pour les faire parler. Et en fait, on voit la personne, le corps, la nature et la mer, toujours. En fait, tu sais, il y a une phrase qu'on n'a pas réussi à traduire, que c'était la mimica dei luoghi. Et on ne sait pas comment le traduire en français. En fait, c'est comme si les lieux... Le mimétisme des lieux. Oui, mais ça passe déjà à la question d'être mimétisé. Enfin, c'est vraiment comment on visage d'un lieu, enfin, comment le territoire transmet des choses. Et oui, donc c'est en fait presque tous les livres, c'est autour des paysages qui deviennent corps.
Et qui devient mère, parce qu'il ne faut pas oublier donc, la mère, que Goliarda est 27 tuffi, 27 plongeons. Il y a un chapitre du livre qui s'appelle 20 juillet, 27 bains. Et parce que c'était une notation qu'elle avait prise, elle notait souvent sur les livres qu'elle lisait, elle faisait des notations dans les pages de garde. Et donc il y avait cette note au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de faire 27 bains dans une journée? Et j'ai essayé, et c'est pas très possible. Enfin, je pense qu'elle plongeait tout le temps parce que c'est vraiment très difficile d'en faire. Je suis arrivée à 15. Et Mais en fait, elle plongeait parce que c'était vraiment son éducation. C'était une femme guerrière, en quelque sorte. oui, ben, elle était déjà éduquée à la guerre. Quand on parlait avant de l'enfance de Goliarda, je repensais, pendant que vous parlez, en fait, elle était vraiment éduquée à la lutte politique. Elle a boxé. Elle a boxé, elle a appris à tirer avec un pistolet quand elle était vraiment petite. Et donc, et après, elle a gardé cette espèce d'esprit comme ça que tu peux tout gagner ou tout perdre dans un instant. Et tout faire. Et tout faire, oui. Ouais. Et d'ailleurs, ces deux femmes donc, qui n'ont rien en commun à la base, mais qui sont quand même très proches par l'esprit de liberté absolue qu'elles avaient toutes les deux, ont plusieurs vies. Aussi bien Lisetta Carmi, qui donc a été pianiste, qui a cessé d'être pianiste, tu peux nous dire pourquoi, non? En fait, elle était éduquée dans la musique, hein, famille bourgeoise, fille, piano, etc. Elle est devenue concertiste de piano, elle a fait des concerts, etc. Mais du coup, elle a découvert la photographie, elle a quitté. Parce que peut-être, je pense qu'elle était un peu dérangée, mais ça, c'est les gens qui l'ont connue, peut-être, ils vont pouvoir apporter quelque chose. Mais je pense qu'elle était un peu gênée par l'idée d'être en face du public, comme on est là maintenant. C'est-à-dire de ne pas être actrice, d'être regardée comme si c'était presque un événement. Et elle a décidé de changer à la photo. Et quand elle a pris la photographie, l'appareil photo, elle a foncé à fond jusqu'à 18 ans avec une style, une travail, une esthétique qui était très à la page au moment. Elle a bien compris son outil, de la même façon que je suis persuadée qu'elle avait très bien compris la musique. Et qu'elle a très bien compris après tout ce côté plutôt des croyances et religieuses d'une certaine façon qui l'a amené aussi à créer un ashram au sud de l'Italie et d'avoir une vie spirituelle qui a changé toute sa vie à nouveau, à plusieurs reprises. Alors la légende dit qu'en fait, qu'à Gênes, il y avait eu beaucoup de rafles et il y avait c'était dans les années 60, je parle sous le contrôle de Giovanni, il y avait une grande manifestation et cette manifestation, il y avait Almirante, je pense, donc quelqu'un qui était de la vraie droite MSI italienne, et les héritiers de Mussolini, fascisme, vraiment le fascisme, le post-fascisme, oui, voilà, c'est vraiment ça. On peut beaucoup parler du fascisme, du populisme, du néofascisme, etc. Et lorsque son prof lui a dit ne va pas à cette manifestation, tu risques de te blesser les mains aux mains et tu ne pourras plus être pianiste. Et elle lui a dit, mais si mes mains ne servent pas la cause à laquelle moi je me donne, c'est pas la peine que je continue d'être pianiste. Et donc c'est quand même fou que ces deux femmes se soient lancées à corps perdu, et c'est vraiment le cas de le dire, chaque fois, parce que Goliarda a été Pupara, elle a été Gelsomminara, non? Raconte-moi, parce que c'est quand même fou. Ces femmes ont quand même, elles ont vécu tout à corps perdu. Oui, à corps perdu. Mais déjà, venant de ce genre de famille, déjà pendant l'enfance, c'était ça. Après, quand elle a déménagé à Rome pour suivre l'académie d'art dramatique, en fait, après 2 mois de son arrivée à Rome, la ville était envahie par les nazis. Et donc, elle est rentrée dans
elle est devenue partisane. Et cette partie de sa vie, Luogotenente. sì, Sì, sottotenente della brigata sottotenente Vespri. Garibaldi. Vespri. Vespri. Sì, sono i siciliani, era la brigata de son père. Et en fait, la brigade Vespri, c'est la brigade qui a libéré de la prison allemande Pertini et Saragat, qui vont devenir après 2 présidents d'Italie. Donc c'est Pertini qui a été adoré en Italie, c'était peut-être le dernier président qu'on a vraiment aimé. Si, si, c'est vrai. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable. J'ai regardé quelques fait rire. interviews. C'est vrai. J'ai regardé quelques interviews pendant que je faisais des recherches sur le rôle que le père de Goliardo Sapienza a eu dans la libération de Pertini. Donc, et il y avait cette interview à des gens qui avaient participé qui disaient oui, la chose difficile, c'était qu'on était arrêtés en 7 personnes, dont Pertini, Saragat et autres 5 mineurs, enfin, personnes. Et toujours du parti. Et quand on voulait les faire sortir, on avait les papiers que pour Pertini et Saragat, mais pas pour les autres 5. Et Pertini, il a refusé de sortir jusqu'à quand il n'y avait pas les papiers pour les autres 5. Vous voyez pourquoi on l'aimait quand même. Voilà, et alors, j'ai entendu cette anecdote. Tu me confirmeras si c'est vrai. Donc, Goliarda Sapienza, à la fin de sa vie, était vraiment très pauvre parce qu'elle avait passé 10 ans de sa vie à écrire. Et on sait qu'écrire, on ne devient pas très riche. Et donc, elle va demander une pension, finalement, d'anciens combattants. Et elle tombe sur un groupe de jeunes gars qui se fichent d'elle, mais qui vraiment se moquent d'elle, quoi. Ils se foutent de sa gueule, pour dire la chose franchement. Et elle dit oui, c'est ça, vous avez été ancien combattant. Elle dit mais allez voir quand même dans vos archives. Et ils reviennent et ils voient qu'elle était, non seulement elle était résistante, mais elle était cosa era tenente, sottotenente della brigata Vespri et non Garibaldi. Et vous savez ce qu'elle lui dit? Ma andate a fanculo. E c'est vraiment e ça è vero o no, Giovanni? La conosce questa storia, no? Sicuramente le conosce tutte perché alla fine et donc il y a eu cette espèce de... Tu l'as la photo? Si. Enfin, en fait, il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle Amor, et il s'appelle Amor parce que dans les livres on a beaucoup joué sur la transparence des mots. Donc en fait, quand on a créé des fausses transparences imprimées, quand tu tournes la page, tu vois Roma. Enfin, c'est Amor. Et c'est le chapitre où on parle de sa participation à la résistance en Italie et du moment de la guerre. Et il y a l'image de ça, c'est la carte, la pièce d'identité avec qui elle pouvait se balader dans la ville. C'était sous le faux nom de Esther Kagegi, c'était une fille qui venait de mourir. Et donc, il lui avait donné cette... Et le regard qu'elle a dans cette photo, c'est plutôt incroyable. C'est déjà des mois où elle ne mange pas. Enfin, elle ne mange pas beaucoup. Enfin, c'était vraiment la femme en ces moments. Et elle était hébergée chez des nonnes françaises à Via Gaeta, à Rome. Et elle vivait au couvent à ce moment-là. Un couvent, ouais. Et elle sortait la nuit. Elle sortait la nuit en cachant. Enfin, elle sortait de la fenêtre pour aller participer aux activités des partisans. Oui, et je pensais aussi, en comparant la vie, parce que j'ai fait une espèce de tableau en voyant, donc elles sont nées 24, donc c'est en pleine période, le début du fascisme, le vrai fascisme, hein, la Marcia su Roma, c'est en 22, et l'évolution de ces deux femmes, même sexuellement, enfin sensuellement, sexuellement, Goliarda Sapienza est très très drôle quand elle parle de sexe. Je ne sais pas si vous savez qu'elle a eu une très très brève histoire avec Milan Kundera, par exemple. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce qu'elle est très drôle quand elle parle de ça. Il y a un entretien qu'on peut voir, où on peut voir et on peut écouter la voix de Goliarda, parce que la voix de Goliarda, c'était quelque chose d'incroyable. C'est à moitié entre un acteur sur la scène et un carrettiere siciliano. Comment tu peux dire? Un charretier sicilien. Donc c'est une voix très forte, mais qui peut être aussi peut devenir aussi très un soupir. C'était une belle actrice, hein, oui, quand même. C'était vraiment... Dans l'une de ses vies. Donc, en fait, sur la question de multiples vies, oui, c'était partisane, après c'était actrice, après
Après, elle a eu un trou noir de dépression et elle est devenue écrivain. Avec 2 suicides quand même, Ouais, avec et 2 des électrochocs. Ouais. Mais, mais oui, et donc il y a cet entretien sur Rai Historia, je pense que tu peux le trouver, mais aussi sur YouTube, où elle parle de cette rencontre. En fait, elle avait quitté son premier amour qui est Cito Maselli, celui de cette image. Et là, c'est Cito Maselli Oui. quand ils étaient ensemble. Et l'autre photo, c'est Cito Maselli, je l'ai photographié, la photo précédente, je l'ai photographié quand il était, en fait, il y a 3 ans, il est mort l'année dernière. Il y a 3 ans, j'étais envoyée par Le Monde à photographier les 2 compagnons de vie de Goliarda Sapienza, donc Angelo Pellegrino et Cito Maselli. Et j'ai choisi de photographier sa veste parce qu'ils avaient une histoire ensemble sur cette question de la veste. C'était qu'elle était une petite Iuzza. Iuzza, c'est les petits noms avec qui tous les amis et la famille appelaient Goliarda Sapienza. Et il disait qu'il y avait une petite Iuzzetta qui habitait dans la poche de la veste de Cito. Et en plus, la veste me faisait penser à l'entrée de la maison où ils ont habité ensemble pendant 18 ans. Et tout ça, tu l'as photographié, mais il faudra le regarder dans le livre parce qu'il est Oui. c'est quand même voilà, c'est un joli livre qui a beaucoup de photos. Merci beaucoup. Oui, c'est 240. Joli dans le sens de 280 gros, pages. sinon il est très beau. C'était pas le mot Mais, pour et donc, dire la beauté. À Milan Kundera. En fait, elle s'est séparée de Cito Maselli. Elle a eu 10 ans où elle était toute seule. Elle disait les 10 ans les meilleurs de ma vie, où j'avais pas de compagnon. Mais elle avait des amis qu'elle a forcé à se rencontrer avec des personnes qui lui disaient mais tu peux pas rester toute seule. Il faut avoir de la sexualité active et tout ça. Et donc elle a essayé. Il en va de ta santé. On lui disait mais tu vas tomber malade. Non, parce qu'elle parlait vraiment. Elle parlait très crûment. Elle disait Oui. mais tu vas tomber malade si tu baises pas. Ouais, C'était voilà. franchement C'était ça. ouais, c'était ça. Et donc, en fait, elle se rencontre avec Milan Kundera, qui, pour elle, probablement, il était habitué à des juments stratosphériques, de femmes très grandes, même au niveau musculaire, très, très puissant. Et elle est toute petite, sicilienne. Et donc, bon, à la fin, il avait un membre trop grand. Pour elle, elle ne pouvait pas. Et elle raconte tout ça, c'est à mourir de rire, parce qu'elle le raconte. Elle le raconte sans aucune vergogne. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles son écriture a quand même été un vrai problème. Parce que s'il n'y avait que les hommes qu'on pouvait entendre dire des choses aussi crues, en fait. Oui, avec ce degré de liberté. Voilà, c'est ça. Et en fait, Lisette, pas du tout. Lisette est très tranquille, très sereine dans sa manière de conduire sa vie de femme, entre guillemets, bien sûr sa vie de femme, mais de cette partie-là, cette partie plus sensuelle. Elle dit tout simplement, il faut se laver le visage, une fois avec l'eau chaude et une fois avec l'eau froide. Et c'est très marrant parce qu'on a l'impression qu'elle vit aussi sa vie sentimentale un peu de la même manière, en fait. Oui, j'imagine. J'imagine. Moi, en fait, c'est un peu comme Francesca. J'ai jamais rencontré Lisetta parce que après la pandémie, j'ai pas eu l'occasion. Elle était très malade, on pouvait pas aller la visiter, tu te souviens. Donc, tout ce qui se passe avec cette livre, le travail qu'on a fait avec les étudiants et tout ça, il y a un médiateur qui est Giovanni, mais il y a aussi une partie de notre propre fiction qui fait qu'on a travaillé avec Lisetta sans Lisetta. Je parlais avec elle au téléphone une fois que toi tu étais avec elle et tu m'as passé son téléphone, c'était son anniversaire, ça je me souviens. Et je parlais, elle a parlé, moi je ne parle pas très bien en italien donc je l'ai compris. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement, il y a une certaine fiction, c'est ça que tu es en train de créer, une certaine fiction sur une mémoire fictionnelle sur un personnage que tu n'as jamais rencontré, que tu connais aussi par la médiation des livres. Comme nous, on connaît Lista Carmi par la médiation de ces photos. Quand je dis nous, c'est les étudiants de l'école et les gens qui ont fait les projets aussi. Et que finalement, je me posais la question sur qu'est-ce que la fiction et la fiction d'une mémoire, parce que toi, tu as travaillé aussi avec des archives, j'imagine. Comme nous, on a travaillé aussi des archives. Il y a une recherche. Il y a une recherche fictionnelle, il y a une recherche aussi subjective. On cherche aussi quelque chose de nous parmi toutes ces images et toute cette littérature. Et finalement, ces deux femmes, elles deviennent comme une sorte de source d'inspiration aujourd'hui.
elles sont nos sources d'inspiration pour plusieurs raisons et pour plusieurs objectifs. Mais c'est vrai que Lisetta, l'idée que j'ai d'elle, qui était ces dernières années, ces peut-être 4-5 dernières années, d'une femme qui était un peu recluse dans son propre histoire, mais aussi qui avait une vie spirituelle très riche, qui la nourrissait fortement, et que pour elle, la photographie, qui est le sujet qui nous traite, qui nous occupe aujourd'hui, c'était plus de tout d'actualité. C'est-à-dire c'était quelque chose qu'elle avait fait dans une autre vie, comme le piano d'ailleurs, qu'elle ne reniait pas, hein, ça existait. Vous me dites si je me trompe, mais elle avait déjà passé à une autre chose qui était peut-être plus riche pour elle. Et chaque fois, ce sont des femmes qui ont la capacité de reconnaître que ce n'est pas nécessaire de faire toujours la même chose. Et que si on a fini avec une chose, on peut passer à une autre. Et ça, pour moi, c'est un peu la leçon de vie, non? Que le changement ne fait pas peur. C'est pour ça qu'elles sont des femmes courage, hein, parce qu'elles ont peur, elles n'ont pas peur d'échanger des caps, d'échanger de vie, d'échanger d'occupation, d'échanger des désirs, d'échanger tout, et de se poser plein de questions. C'est ça qui, pour moi, est intéressant, le lien entre l'une et l'autre. Je ne connaissais pas Goliarda, Sapienza. J'ai commencé à lire des choses justement à propos de cette table ronde. Mais c'est vrai qu'il y a une liberté, c'est la liberté de ne pas être affiché à aucun rôle, comme dit Lisetta Carmi. Et de s'échapper de tous les rôles qu'on voudrait vous coller d'ailleurs. Tout à fait. Finalement, de s'échapper des préjugés de la société. Et même de ses propres, parce qu'à chaque fois, elles ont fui elles-mêmes aussi, en fuyant les rôles que la société leur collait. Et Lisette a eu quand même beaucoup de chance parce qu'elle a quand même vécu jusqu'à presque 100 ans. Donc, elle a eu vraiment le temps de devenir elle-même chaque fois, de revêtir l'habit qu'elle voulait, alors que Goliarda, quand même, a eu un peu peur à la fin de sa vie, je pense. Elle est morte en 1996, donc elle avait 72, pardon. Et elle était à Gaeta, et elle est restée 3 jours dans la cage d'escalier, morte. Donc elle était un peu toute seule, elle était en couple avec Angelo, mais c'était au moment de séparation entre les deux, et c'était dans la maison di affievolito. Angelo dice il rapporto si era affievolito. Les mots sont importants. Et d'ailleurs il y a Cito, tous les deux, les compagnons, ils ont de culpabilité énorme pour la mort de Goliarda. Ça se voit. Dans toutes les interviews, on voit que la mort de Goliarda, cette mort solitaire dans la cage d'escalier de la maison de Gaeta, est quelque chose. Ils disent, mais pourquoi on n'a pas été là? Parce que elle devait être avec Cito Maselli à Venise. Et Angelo Pellegrino, il rapporto si era affievolito, donc voilà, ça s'était un peu épuisé, et elle est morte toute seule. Et surtout, elle qui n'a jamais eu peur, même si elle s'est suicidée, même si elle a eu des électrochocs, tout ce qu'on veut, elle a quand même été jusqu'au bout dans tout ce qu'elle faisait. On dirait qu'à la fin de sa vie, cette peur l'a rattrapée quand même. Pourquoi? Parce qu'elle le dit. Parce qu'elle le dit dans une interview 2 ans avant de mourir. Que je t'enverrai, où elle parle justement de Kundera, etc. Et elle dit, il y a des moments où j'ai un peu peur. Et oui. Et c'est la première fois qu'on entend avoir peur de quoi que ce soit, parce que ces femmes, franchement, c'est un peu des guerrières, quoi. Ce sont des femmes. Mais avoir peur, c'est aussi intéressant. Si on n'a pas peur, on est vraiment irresponsable. Voilà, exactement. moi, je pense que la peur, c'est vraiment un moteur de changement et de vie. Hein. Si on n'a pas peur. Après, effectivement, moi, je ne connais pas la circonstance de sa mort, mais quand même, il y a aussi un côté politique, un engagement politique. Mais je ne sais pas, peut-être il y aura quelqu'un dans le public. Oui, ça serait bien que... Là, on arrive au bout de notre conversation. Ça serait bien qu'il y ait des questions, et aussi peut-être que tu demandes à ton étudiant qu'est-ce qu'il a tiré de cette... Parce que c'est l'un de tes étudiants qui était là tout à l'heure. J'aimerais bien l'entendre sur ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu si vous voulez parler, bien sûr, on n'êtes pas obligé, mais j'aimerais bien savoir ce que vous avez ressenti dans votre travail sur les États,
40 ans après, 50 ans après ces images. Oui, moi ce qui m'a intéressé plus en particulier, c'est la façon dont on voyait en Lisetta un personnage qui a vécu plusieurs vies dans la même vie. Et, disons, quand on a commencé à travailler, moi je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas son travail. Et au-delà de son travail photographique en particulier, moi j'étais beaucoup intéressé à comment cette femme avait vécu une longue vie et avait changé, était devenue différentes choses tout au long de sa vie, y compris photographe à un moment donné. Et comment la photographie, et ça c'est une chose qui à moi m'intéresse en particulier en tant que chercheur, on va dire, comment la photographie pour elle était une façon de tisser des liens et pas comment elle s'échappait à cette image du photographe comme chasseur, non, des photographes qui volent des images, et comment plutôt c'était un outil pour s'approcher à l'autre et créer des liens, et un outil d'empathie finalement. Non? Donc c'est Donc, vraiment voilà. ce que tu disais sur cette capacité finalement à aller jusqu'au bout de sa vie chaque fois qu'elle vous demande quelque chose. Peut-être Giovanni, tu Oui. veux ajouter quelque chose sur Giovanni est quand même celui qui l'a mieux connu quand même. Oui, Giovanna aussi. Non, mais c'est justement, tu as bien souligné cette capacité de reprendre une autre vie, de changer, et toujours avec une grande sécurité et de jamais tourner arrière. Voilà. Et puis la chose peut-être qui me vient vraiment de souligner, c'était la liberté avec laquelle Lisetta a vécu par rapport à le choix d'une famille, à le choix de la société, que évidemment portait les femmes à faire un certain rôle, avoir un certain rôle, etc. Et par rapport aussi à soi-même, parce qu'elle a vécu d'une manière libre, totalement. C'est la chose vraiment qui me vient tout de suite de souligner. Tout à fait. Et en fait, on n'attend pas ça d'une femme. On n'attend pas cette liberté d'une femme. Peut-être si elle aurait été un homme qui change plusieurs boulots, plusieurs choses dans sa vie, mais une femme ait cette sorte de liberté, c'est quelque chose que même aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc, c'est extraordinaire comme récit. Et puis, c'est aussi l'engagement vers les autres, parce que finalement, elle était énormément généreuse d'une façon vers la vie, vers les autres, vers l'engagement, vers toute une partie de la société qu'elle a essayé de mettre en lumière. C'est les réalités qui sont cachées, qui sont écartées de la société. Et c'est là qu'elle a travaillé, qu'elle a essayé vraiment de faire sortir avec son travail, avec des photographes surtout. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, devient un travail essentiel, parce que je pense que tous ces invisibles sont exactement ce qu'on ne veut pas voir avec tout ce qui se passe, avec ce mouvement de pendule qui va de ce côté-là. Oui. Merci, Giovanni. Giovanna, tu veux quelque chose? Parce que Giovanna, elle a fait ce travail extraordinaire d'écrire le livre Les Cinque Vite di Lisetta, et pendant longue conversation avec elle, et c'est grâce à elle vraiment qu'on a tous ces témoignages mis dans une magnifique forme par Giovanna, mais toute la source était Lisetta. Voilà. C'est un texte très vivant et qui redonne Lisetta aujourd'hui comme si on la connaissait en fait. C'est Lisetta, on a déjà dit ça, mais c'est vraiment Lisetta qui était un personnage incroyable. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'elle ne se posait pas un problème de femme, d'homme. Elle parlait de personnes. Elle disait tout le temps, je suis intéressée comme personne. J'ai découvert, après le travail que j'ai fait avec les travestis, ce que j'étais. Et j'ai commencé à ne pas me poser des problèmes sur femme, homme. Elle a toujours travaillé tranquillement. Et Giovanni et Gianni et moi,
on rigolait beaucoup parce que, par exemple, quand on lui posait la question pourquoi elle avait quitté le piano, il avait commencé à s'occuper de la photo, elle faisait tout le temps la même chose. On ne l'a même pas filmée 2 ou 3 fois. Elle faisait tout le temps comme ça. Si mes mains, ils sont pas assez importants comme la vie des gens, alors j'arrête de jouer du piano. Et ce qu'elle a fait tout de suite, sans aucune... Et la chose étonnante avec la photo, et on parlait de ça hier avec Gianni, c'était qu'elle aussi, elle était très contente d'avoir fait les photos, et d'avoir pu rencontrer des gens et donner la voix à qui n'avait pas de voix, qui pour elle c'était la chose la plus importante. Mais en même temps, elle n'avait aucun intérêt envers la photo. Quand la première fois qu'on a regardé ensemble des tirages, elle m'a montré des photocopies. Elle m'a dit, tu regardes, il est bien là. Elle dit, oh, écoute, Lisette, c'est pas une photo, c'est une photocopie. Elle disait, oui, mais tu regardes le visage de la personne. Et en même temps, elle a toujours eu la capacité d'être dans le présent, d'être très attentif. Elle disait beaucoup de blagues à propos, je ne m'intéresse pas. Et là, au contraire, elle lisait les journaux tous les jours. Elle était très attentive à ce qui se passait dans la presse, à la télé, même dans la télé à la fin de sa vie. Elle avait ignoré la télévision toute sa vie. À un certain moment, elle a découvert la télévision. C'était quelqu'un pour moi, c'est maîtresse. Non, je voulais encore vous raconter une petite anecdote, c'est-à-dire comment elle arrivait parfois à la photo. Au début des années 60, une écrivain qui s'appelle Maria Giacobbe publiait ses racontes d'enseignants dans les écoles primaires dans un petit village de la Sardaigne, à Orgosolo, ses expériences comme enseignant. Et Lisette a lisé ça sur cette revue qui était Il Mondo, une revue assez importante en Italie. Et dans ses racontes, Maria Giacobbe parlait d'un petit enfant, Giovanni, qui s'appelait à l'époque, et qui parlait avec la lune, Eric, mais aussi écrivait aussi des conditions de cette famille, des pauvretés de cette région. Alors, un jour, elle est partie pour aller connaître cette situation à Orgosolo. Elle a frappé à la porte de cette famille, de cet enfant, et de là a commencé tout un travail incroyable en Sardaigne. C'est-à-dire cette approche absolument authentique, vrai, seulement pour comprendre les choses, pour connaître d'une profondité la réalité qu'elle voulait avoir. Oui, elle prenait à bras le corps chaque jour de sa vie. En fait, je pense que c'est Giovanna qui l'a pris. J'avais aussi une autre citation de Carmi qui renforce ça. Elle dit, pour moi, la photographie que je perçois et je pratique exclusivement comme un reportage n'est pas un moyen d'expression qu'un moyen de compréhension et de communication. Ça, c'est très intéressant parce que, en fait, d'une certaine façon, bien sûr qu'elle s'exprimait elle-même à partir de la photo, mais elle voulait refuser ce côté expressionniste. Je pense que la photographie peut nous aider à comprendre les autres et leurs problèmes, ainsi qu'étudier ce qui pourrait être fait pour atteindre le bien-être universel, pour briser les frontières, les barrières qui séparent encore les gens et pour surmonter la méfiance, pour se débarrasser des préjugés, pour éliminer les conventions injustes qui sont désormais inscrites dans les lois. C'est un programme. Hein. Voilà, je pense que ce sera... Je pense qu'en fait, cet idéalisme, la question vraiment de l'idéalisme, c'était central au travail des deux et c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui, je trouve. Enfin, au niveau historique, notre époque, c'est beaucoup moins idéaliste que la leur. Bon, c'est un peu ça aussi la leçon. Mais elles sont toujours là. Ouais. Donc finalement, c'est d'elles qu'on parle aujourd'hui et c'est elles encore qui nous éclairent la route. Donc merci infiniment, merci. C'était un bonheur. Merci à vous de vous parler et de vous entendre. Merci infiniment. Merci.